polaire. C'est une étoile céphéide. Il y a d'autres familles d'étoiles céphéides. Il y a des RR Lyrae qui sont des étoiles de la séquence principale, un peu plus brillantes que le Soleil, qui pulsent aussi un peu de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette bande d'instabilité-là, on peut l'étendre. Et elle continue, et elle atteint même le domaine des naines blanches. Donc, il y a un groupe ici de naines blanches qui sont aussi variables. Donc, si je fais un zoom, si on veut, sur cette région-là, j'obtiens ceci. Alors, ça ici, encore une fois, c'est un diagramme. J'ai la température en bas, j'ai la gravité de surface ici. Et donc, chacun des points dans cette figure-là, c'est une étoile naine blanche qu'on a observée, qu'on a obtenu le spectre. Et à l'aide des modèles, on a mesuré la température et la gravité de surface. Et entre autres, ici, les étoiles qui sont en rouge, c'est toutes des étoiles qui sont variables. Et vous remarquez donc qu'elles se regroupent tous dans un endroit spécifique du graphique. Et donc, ça, c'est la bande d'instabilité pour ces naines blanches-là. D'autre part, ce qui est très intéressant ici et très le fun, c'est que puisqu'elles se retrouvent tous dans cet endroit-là, si je mesure la température et la gravité d'une étoile et qu'elle se retrouve quelque part dans cet intervalle-là, je peux prédire qu'elle va être variable. Et ça, on a déjà fait ça. J'ai fait ça, en fait, au courant de ma maîtrise. Et ce qui est le fun, c'est qu'ensuite, on peut aller confirmer notre prédiction. Comment est-ce qu'on fait ça? Ce qui m'amène à parler d'un deuxième instrument qu'on appelle un photomètre. Un photomètre, c'est un instrument qui nous permet de mesurer la quantité de lumière qui nous provient d'une étoile en fonction du temps. Alors, le photomètre qu'on a à l'Université de Montréal, je vous présente ici. Donc, c'est ça ici qu'on voit. Lui, il est spécial parce qu'il a 3 canaux. Pourquoi est-ce qu'il a 3 canaux? Alors, vous voyez ici, il y a 3 oculaires qui correspondent aux 3 canaux de l'instrument. Pourquoi 3 canaux? Eh bien, premièrement, le canal principal, celui du centre, c'est pour étudier l'étoile cible, donc l'étoile qui nous intéresse, l'étoile qu'on veut étudier. Ensuite, il y a 2 canaux supplémentaires. Pourquoi? Alors, on veut observer en même temps une étoile de comparaison qu'on va trouver ailleurs dans le même champ. Et on veut aussi observer le ciel. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'on veut être capable, après le fait, d'enlever tous les effets de variation qui ne sont pas intrinsèques à l'étoile elle-même. Alors, puisque nous, on veut étudier l'étoile, si par exemple la Lune se lève, là tout d'un coup, le ciel est beaucoup plus brillant, mais on ne veut pas attribuer cette variation-là dans la lumière à l'étoile, c'est la Lune qui la cause. S'il y a un nuage qui passe, ça va faire la même chose, on va perdre de la lumière dans ce cas-là. Et donc, on va être capable, après avoir pris les observations, de soustraire et d'enlever ces contributions-là pour en arriver à étudier vraiment juste l'étoile elle-même. Une autre chose qui est bien fun avec ce type d'observation, alors, comparé à la spectroscopie, le spectrographe que je vous ai montré tantôt, alors on va pointer une étoile. Dépendamment de la brillance de l'étoile, on va peut-être passer 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure à l'observer pour obtenir un signal suffisant. Donc, entre-temps, on attend, tout simplement, on fait autre chose. Tandis qu'avec le photomètre ici, on peut voir les observations, les données rentrer en temps réel. Fait que ça, c'est bien le fun parce qu'on voit tout de suite qu'est-ce qui se passe. Et donc, à quoi ça ressemble, les observations qu'on obtient avec le photomètre? Ça ressemble un peu à ceci. Alors, excusez-moi. Chaque point ici dans le graphique, ça représente 10 secondes d'intégration. Donc ça, c'est une étoile qu'on avait prédite qu'elle devrait varier. Et en octobre 2004, on a amené notre photomètre ici à l'Observatoire du Mont Mégantic. On l'a observé et on a obtenu ça ici. Et donc, on voit très clairement que la brillance monte et descend. Bon, ici, on le perd un peu. Ici, on voit aussi que ça varie. Donc, notre prédiction était bonne. C'est une étoile variable. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Une année plus tard, on est allé en Arizona et on a obtenu une meilleure courbe de lumière. C'est ce qu'on appelle ces observations-là, des courbes de lumière. Et donc, aussi, on voit en fait, le télescope était plus grand, fait qu'on a obtenu des meilleures données. Et on voit beaucoup plus nettement les variations ici, donc qui sont beaucoup plus grandes. Et ici aussi, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et je vais revenir là-dessus sur ce point-là. Il y a
Ça, il y a de l'information là-dedans sur le fait que ici on ne voit pas grand-chose et qu'ici que l'amplitude de la variation est très, très grande. Donc, dans le cas des naines blanches variables, donc on peut prédire et on peut confirmer qu'elles sont variables. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Oups, excusez-moi, j'ai oublié. Je voulais montrer justement que donc, parmi les naines blanches variables, il y a de la variété quand même. Donc, il y en a, ici, je vous fais remarquer que l'échelle ici de temps, elle est différente pour les trois figures du bas comparée aux trois figures du haut. Alors, il y en a qui varient sur des échelles de temps de quelques minutes, comme ceux-là, tandis que d'autres varient sur des échelles de temps de plusieurs dizaines de minutes. Donc, même parmi les naines blanches, même si elles sont tous relativement proches en termes de leur température et de leur gravité, il y a quand même une variété dans le type de variation qu'on va voir dans leur luminosité. Donc, si je reviens à ce que je disais tantôt, pourquoi est-ce que c'est important? Donc, ça me ramène à parler donc de mon scalpel. Qu'est-ce qui me permet d'étudier l'intérieur de l'étoile? Alors, le scalpel, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle l'astérosismologie. Alors, ici sur Terre, on fait de la sismologie. On étudie les tremblements de terre. Pourquoi? Les tremblements de terre nous permettent de sonder l'intérieur de la Terre. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a un noyau au centre, qu'il y a une couche de lave autour de magma. Ça, c'est parce que les tremblements de terre, comment ces ondes-là se propagent à l'intérieur de la Terre, sont sensibles à la structure. C'est exactement la même chose pour les étoiles. La façon dont elles varient, donc ce qu'on va appeler les pulsations, sont très sensibles à la structure de l'étoile elle-même. Et ça nous permet donc de sonder la structure. Donc, on peut déterminer l'épaisseur de ces différentes couches. On peut déterminer l'étendue du noyau aussi, du centre ici de carbone et d'oxygène. Maintenant, pour les naines blanches, alors je vous ai montré une petite animation pour les céphéides et on a vu des pulsations, ce qu'on appelle radiales, donc l'étoile qui gonfle et se contracte. Malheureusement, pour les naines blanches, ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que dans le cas des naines blanches, le mécanisme physique qui cause la variation ne peut pas combattre la gravité. Donc, j'ai mentionné que c'est des objets qui ont des gravités très fortes. Donc, elle ne peut pas faire pulser l'étoile de la même façon, elle ne peut pas gonfler et contracter de la même manière qu'une céphéide, par exemple. Sur une naine blanche, ça va se manifester autrement. Dans le cas d'une naine blanche, ça va se manifester comme des ondes de température à la surface. Donc, la surface va devenir plus chaude et plus froide. De quoi ça peut avoir l'air? Ça peut ressembler à ceci. Donc, chacun de ces petites sphères, ça représente ce qu'on appelle un différent mode de pulsation, c'est-à-dire comment est-ce que l'étoile, comment ces ondes de température peuvent se propager à la surface de l'étoile. Donc, dans le cas le plus simple, par exemple en haut, on peut voir que le haut est, bon ici rouge encore une fois, c'est plus froid, bleu c'est plus chaud. Alors le haut, l'hémisphère nord, si on veut, de l'étoile est plus chaude et plus froide et on alterne. OK? Dans ce cas-ci, c'est donc la partie qui nous fait face qui va être plus froide et la partie derrière plus chaude et ça va alterner. Donc, ces modes de pulsation-là, on les nomme avec des petits chiffres. Donc, tout ce que ça veut dire, en fait, c'est très, très simple. Ici, on a L et M. Dans le cas ici, L égale à 1, ça nous dit que la surface de la sphère va être coupée une fois. Et en fait, donc, c'est la séparation qu'on voit ici à l'équateur. Donc, plus chaud en haut, plus chaud en bas, plus froid en haut. Et le M, ça nous dit combien de ces coupures vont être dans l'axe nord-sud, si on veut. C'est pour ça qu'ici, pour L égale 1, M égale 1, la division est selon la direction nord-sud et pas selon l'équateur. Si on prend un cas un peu plus compliqué, alors L égale 3 nous dit que notre sphère va être coupée avec 3 coupures, si on veut, et 2 de ces coupures vont être le long de l'axe nord-sud. C'est pour ça qu'on obtient cette espèce de patron triangulaire. Et donc, le but de l'astérosismologie, c'est de dire, OK, j'ai une étoile qui varie. Selon quel mode de pulsation est-ce que cette étoile-là va varier? Donc, on peut avoir des étoiles qui varient seulement peut-être comme ça, ou qui vont varier peut-être seulement comme ce mode-là. Mais très souvent, en fait, on va avoir plusieurs modes qui vont être